Richard, vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast. Deuxième fois que tu es un invité, donc un grand merci. Évidemment, le grand sujet d'aujourd'hui, je veux parler beaucoup de Québec Tech. On s'est parlé beaucoup en coulisses avant que ce soit officiel. Et comme tu as dit, qu'on enregistre, j'ai 1000 questions. Je veux apprendre plus, donc c'est une bonne excuse de t'avoir. Peut-être première question pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, là, tu sais, pourquoi il y avait un sentiment, pour changer Startup Montréal? Et c'était quoi un peu la base, l'hypothèse qui veut dire il faut qu'on change le cap? Ouais, c'est une très bonne question. Tous les écosystèmes startups dans le monde sont partis ou ils ont émergé de façon un peu plus organique, un peu plus grassroots, là. Et ce qu'on remarque, c'est que dans les dernières années, il y avait une grande bulle startup autour des années 2015, là, plus ou moins 2, 3 ans. Cette bulle-là, elle s'est essoufflée partout sur la planète. Et les écosystèmes qui ont continué à grandir, ce sont des écosystèmes qui se sont mieux organisés, qui se sont mieux structurés. Et au Québec, on avait ce besoin-là, tu sais, d'un écosystème un peu plus organique, peut-être un peu moins articulé, peut-être moins pensé de façon globale, d'avoir une, une entité qui permet de se doter d'une stratégie, d'un plan d'action commun pour s'assurer que nos entreprises québécoises puissent concurrencer sur la scène internationale. Fait que l'arrivée de Québec Tech, c'est vraiment ça. C'est peut-on avoir une stratégie nationale qui permette, à nos entreprises technologiques à potentiel d'exportation d'être bien accompagnées, qu'on puisse répondre à leurs vrais besoins et faire en sorte qu'autour de cette stratégie-là, il y a plusieurs entités qui puissent s'y rattacher sous un même parapluie, sous un même chapeau, sous un même drapeau. Donc, fait que le changement de Startup Montréal à Québec Tech, il y a oui la dimension territoriale, mais il y a aussi une autre dimension qui est aussi dans le nom, c'est tech. Parce qu'on met l'accent beaucoup sur les technologies à potentiel d'exportation. Et ça, on pourra peut-être en parler plus tard si tu veux qu'on ait un portrait de l'écosystème startup du Québec, mais on avait aussi un grand défi de croissance de nos startups. On a été très bon dans les dernières années à mettre en place des initiatives pour accompagner les entreprises émergentes, mais il nous demeure deux défis importants au Québec. Un, il faut créer plus d'entreprises technologiques. On n'en crée pas assez par rapport à d'autres juridictions comparables. Donc, il faudrait quasiment doubler le nombre d'entreprises qu'on crée. Fait qu'il y a une question de volume qu'on n'a pas. Et la deuxième des choses, c'est dans ceux qu'on a, on a des entreprises hyper intéressantes, mais on les amène pas suffisamment en croissance assez rapidement comparativement à ce qu'on remarque ailleurs. Fait qu'on a vraiment un défi en aval, c'est-à-dire après le démarrage, mais on a un défi en amont aussi de créer un pipeline pour alimenter les démarrages d'entreprise pour qu'on puisse les amener en croissance. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne un petit peu à l'envers. C'est qu'on s'assure que le pipeline des entreprises en démarrage actuel, ben, puisse avoir un réceptacle pour ceux qui ont des défis de croissance. Et là, de ce que je vois qui se travaille actuellement, c'est là comment on crée du pipeline parce que le système va permettre de bien gérer le funnel, l'entonnoir, le pipeline pour faire en sorte que nos entreprises, à chacune des étapes de leur progression, mais puissent avoir des entités qui sont en mesure de répondre à leurs vrais besoins. Ouais. Non, c'est bien dit. J'avais la même analogie d'entonnoir dans ma tête. C'est donc en haut de l'entonnoir, on a un problème de pas assez d'entreprises de start-up de nature technologique. Mais le problème que Québec Tech adresse, c'est une fois que tu sais, un fondateur et son équipe ont bâti un produit, ils ont des enjeux de croissance, mais ces entreprises à ce niveau-là ne sont pas assez bien accompagnées. Ils ne réussissent pas à passer le fameux, tu sais, je ne sais pas si c'est un plafond de verre, mais ils ne réussissent pas à sortir du pays pour avoir tu sais, une croissance internationale. Et c'est là exactement ce que vous intervenez. Ben oui, et je le voyais beaucoup, là, comme tu le sais, j'ai été 8 ans directeur général du Stantec qui était vraiment dans le démarrage d'entreprise. On a eu plein de belles compagnies qu'on accompagnait. Puis ce qui était toujours difficile pour nous, c'est quand on finissait notre phase d'accompagnement, c'est-à-dire de l'idée à la début de la commercialisation, il y avait peu d'endroits où on pouvait diriger ces compagnies-là pour les aider à rentrer dans une phase de croissance et une phase d'expansion. Parce qu'elles sont trop petites, ces entreprises-là, pour les grandes entités qui existent. Au Canada puis au Québec, on est privilégié. Là, on a des Investissements Québec, des Affaires mondiales Canada, des EDC, etc. Il y a beaucoup d'entités pour aider les entreprises à croître. Mais
étant donné le volume des startups, elles n'ont pas toutes les ressources nécessaires pour dire, mais je vais les prendre plus tôt. Fait que souvent, ils vont attendre que ces entreprises-là atteignent un certain niveau de maturité pour commencer à les mettre sous leurs ailes. Mais dans le cas d'une startup, c'est qu'elle demeure trop petite pour commencer à avoir accès à ces services particuliers-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour amener une entreprise qui a des forts potentiels de croissance en début de commercialisation à grandir plus vite pour qu'elle puisse rentrer dans ces services-là? Et souvent, le chiffre magique, c'est d'amener une entreprise technologique autour de 5-10 millions de chiffres d'affaires, dont principalement en exportation, pour faire en sorte que, un moment donné, mais elle soit prise en charge par le système. Mais en bas de 5-10 millions, surtout en tech, surtout une entreprise émergente qui n'a pas beaucoup d'années d'ancienneté, mais il y a des trous qui existent. Et Québec Tech cherche à combler ce trou-là très spécifiquement. Intéressant. J'aimerais retourner parler du haut du funnel, là, tu sais, parce que c'est quand même un bon débat, mais pour parler un peu de Québec Tech, donc la façon que vous l'attaquez, tu sais, en termes de votre modèle d'affaires, ben, à la base, pour qu'on bien comprendre, vous, vous êtes financé entièrement pour le gouvernement ou est-ce que vous avez aussi des fonds privés qui vous backent? On, on a des fonds privés, donc on est appuyé par effectivement des fonds privés. On a aussi la Ville de Montréal qui nous appuie, le gouvernement fédéral et bien entendu notre principal commanditaire, c'est le gouvernement du Québec. OK, intéressant. Donc, vous avez quand même, tu sais, des poches profondes, en tout cas derrière vous, là, tu sais, donc une certaine crédibilité là, qui vient avec. Et vous Je veux allez à juste chaque. Ouais, moi, juste dire quelque chose, nuancer quelque chose, Nectario, par rapport à ce que tu as dit. On est appuyé par des gens qui ont des poches profondes, mais ça ne veut pas dire que Québec Tech a des poches profondes. On a C'est les ça, ouais, ouais. moyens, nos ambitions, Ouais. on a le moyen de faire des choses, mais en même temps, effectivement, notre travail, nous, c'est de servir un peu de pivot entre ces entités-là qui ont déjà des services et Ouais. des enveloppes et du financement et l'écosystème startup en croissance. Mais ça, c'est important de le dire. Ouais, non, absolument. Tu sais, le point que j'essaie de faire d'une façon maladroite, c'est tu sais, que le fait que vous avez une crédibilité parce que tu sais, vos LP, si vous voulez, vos supporters, ben, c'est des personnes de grande réputation. Donc, vous n'êtes Tout à pas un fait. petit OBNL dans le coin. Là, tu sais, vous avez quand même un beau backing. Là. Et donc, Exact. en termes d'ordre de grandeur, à chaque année, vous allez avoir 10, 15, 30 tu sais, entreprises que vous allez soutenir. Tu sais, peut-être nous expliquer un peu le process de sélection, accompagnement, sortie à haut niveau? Ouais. Mais je vais expliquer un petit peu plus, découper peut-être le mandat de Québec Tech parce qu'il y a plusieurs volets à ce qu'on va faire. Bon, on va prendre le premier volet qui est la croissance et l'internationalisation de nos entreprises technologiques. Donc là, on a défini chez Québec Tech 3 niveaux d'intervention. Le premier des niveaux d'intervention, c'est ce qu'on appelle notre stade V0. Pourquoi stade V0? On a pris les stades d'avancée de la vélocité. Fait que chaque stade est associé à un élément de vélocité. Le stade V0, ce qu'on va faire à l'intérieur de ça, c'est de mieux soutenir les entreprises qui sont accompagnées dans nos incubateurs accélérateurs à développer leur mindset et leur vision internationale. Parce qu'une des choses que l'on a remarqué ou qui est observée par rapport à nos entreprises technologiques au Québec, c'est qu'elles n'ont pas assez d'ambition internationale assez tôt dans leur processus. Et les études démontrent qu'une entreprise qui est born global et qui think global from day one, mais va croître 6,7 fois plus rapidement qu'une entreprise qui a une vision un peu plus organique de son développement. Donc, comment on fait pour aider les incubateurs accélérateurs qui font de l'excellent accompagnement à amener une notion internationale plus tôt? Puis on sait très bien, ce n'est pas toutes les startups du Québec qui ont des potentiels internationaux. Il y en a quelques-unes, mais celles qui l'ont, mais d'avoir le global tu sais, le global mindset from day one pour qu'elles puissent développer des stratégies alignées vers une croissance internationale. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle le stade V0. Le stade V, on va récupérer à peu près 10 à 15 entreprises par année qu'on va fast-tracker. Donc, on va mettre sur des voies express en mobilisant différents acteurs de l'écosystème en disant, OK, eux, ils ont des forts potentiels de croissance internationale. Il faut aller plus vite pour rester concurrentiel. La compétition en technologie, elle est forte sur la scène internationale.
Et il y a même beaucoup de régions qui approchent nos entreprises technologiques avec des beaux chèques, des beaux services, et cetera, pour dire: «Hey, viens chez nous, je vais aider ton entreprise à croître, puis j'ai tant d'argent à te donner, j'ai tant de locaux» et cetera. Aux même des États américains, là, ils sont très gourmands, là, par rapport à ça, là. Ils ont des moyens colossaux et actuellement, au Québec, ces entreprises-là, mais ils peuvent se laisser tenter par le chant de la sirène. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore assez bien outillé pour fast-tracker tout ça. Le système est moins au service de ces entreprises-là. On a fait des consultations au courant de la dernière année et demie, puis ça me faisait mal au cœur des fois d'entendre ça de la bouche de nos entrepreneurs. Ce qu'ils nous disaient souvent, c'est ou qu'ils se faisaient dire: «C'est va aux États-Unis ou en Ontario, ça va 2 fois plus vite qu'au Québec». Puis moi, j'ai envie que Québec Tech, on soit capable de changer cette vision-là pour nos entreprises qui ont des potentiels de croissance, de dire: «Mais tu peux rester au Québec, puis on va t'aider à réussir. Puis à la place de déménager en Ontario ou aller aux États-Unis pour te faire accompagner, mais ça va être tes clients. Et nous, on va être tes sponsors. Nous, on va être le tremplin qui va te permettre à les avoir comme clients plutôt que d'être obligé de déménager puis d'inverser le processus». Et ça, c'est le stade V. Tu semblais avoir une question, hein, Nectario? Ben, ouais, j'ai plein de questions, mais je pense que c'est très fascinant parce que je crois que vous venez avec une certaine étampe et offre d'accompagnement. Qu'est-ce Je sais que vous êtes pas nécessairement, mais là, c'est officiel, mais vous n'avez pas encore des startups dans votre corde, je comprends. Mais et donc, cette offre d'accompagnement, comment est-ce que tu l'envisages pour, tu sais, essayer ces startups-là, tu sais, sur le terrain, tactiquement, à faire ces bons-là? Oui. Mais là, ce qu'on va faire, c'est on est très en mode startup chez Québec Tech actuellement. Ce qu'on dit à nos startups, c'est d'être focus sur les problèmes qu'on veut régler et de faire des MVP puis de faire des preuves de concept. Fait qu'on va être en mode preuve de concept à l'automne 2024. Donc, on va sélectionner 5 entreprises avec on a déjà attaché des choses, mais avec lesquelles on va construire le modèle avec elles, ces entreprises-là, dans le but d'en onboarder d'autres puis d'éprouver le modèle. Et à terme, à maturité, ce qu'on vise et ce qu'on souhaite, c'est d'être capable d'en accompagner une quinzaine par année, mais avec une approche très personnalisée. On ne veut pas que ces entreprises-là très souvent, actuellement, ce qui existe au Québec, c'est qu'ils doivent appliquer dans des programmes, dans des nous, c'est pas un programme. C'est la question qu'on va faire, c'est: «Bon, mais qu'est-ce que tu as de besoin, Nectario, pour qu'on puisse aller du point A au point B?» OK, l'entreprise a besoin de A, B, C. OK, qui est capable d'offrir A, B, C? Puis notre job, c'est de s'assurer que l'entreprise a une connexion directe sur ses besoins pour atteindre ses milestones. Fait que ça va être une approche très personnalisée, le stade V, avec des partenaires, comme je le mentionnais tantôt, qui ne seront pas nous. Fait qu'on ne sera pas surstaffé de monde. On va plutôt avoir un énorme réseau de connexions puis d'acteurs qu'on va solliciter aux besoins et dire: «Telle entreprise a tel besoin, on a besoin de toi pour l'aider. Veux-tu venir nous aider à aider cette entreprise-là?» Ouais. Et est-ce que vous allez payer pour cette offre de service externe ou est-ce que ça va être comme à moitié-moitié avec la startup ou? Ces modèles d'affaires-là, encore là, ça fait partie de la preuve de concept. Nos modèles d'affaires, oui, il va y avoir des prêts, ce ne sera pas un service gratuit. En même temps, on est en train de définir un peu les packaging, puis et cetera. Fait que c'est pour ça que dans notre preuve de concept, dans notre MVP, on va travailler. Mais moi, je ne crois pas au service gratuit pour cette entreprise-là. C'est une entreprise à potentiel international qui a un potentiel de croissance. À un moment donné, il faut que tu mettes du skin in the game. Maintenant, qu'est-ce qui fonctionne dans les modèles d'affaires? Parce que la réalité aussi d'une startup en début de croissance, c'est qu'elle n'a pas de cash flow. Fait que l'idée, c'est pas de la scléroser non plus puis de la ralentir parce que la charge financière fait qu'on n'a pas encore trouvé l'équilibre à ce niveau-là. Ce qu'on sait qu'on ne fera pas à court terme, mais probablement à moyen terme, c'est qu'on ne fera pas un échange de services en échange d'équité. Ça, c'est sûr qu'on ne rentrera pas là-dedans. Ça va être vraiment du transactionnel. Voici des enveloppes qui sont disponibles, puis tu payes tant pour cent de l'enveloppe pour avoir accès à 100 de l'enveloppe. Ouais, C'est probablement dans ces modèles comme ça qu'on va fonctionner. ouais, là, je suis d'accord avec, tu sais, un modèle d'affaires payant, là. C'est parce que, tu sais, comme tu dis, c'est quand c'est gratuit, ben, ça risque aussi d'attirer peut-être des startups. Tu sais, c'est le fameux, billet de sélection. J'imagine tu as réfléchi à ça beaucoup plus que moi, mais des fois, les startups que tu vas vouloir qu'ils soient partie de votre cohorte vont pas nécessairement, eux, soit avoir besoin ou, tu sais, comment dire? Le match entre besoin et volonté.
versus d'autres, tu sais, qui vont arriver à ta porte, qui sont peut-être pas un bon fit pour cette notion de Ouais. de croissance internationale. Comment est-ce que tu réfléchis à cette notion de sélection? Ben, c'est super important et intéressant, ta question. Parce que ce qu'on va faire entre les 2, on le sait et on ne le sait pas encore parce que ça va dépendre beaucoup du roster qu'on va avoir. Fait que dépendamment du profil des compagnies, tu peux pas dire que tu as une approche personnalisée ou est-ce que tu as tout designé au départ. Ce que tu peux designer, c'est tes processus, tes façons de faire, et cetera. Ce qui va par contre être important, c'est nos processus de sélection. Et on n'est pas dans de la quantité, on va être beaucoup dans de la qualité. On est sur du qualitatif. Donc, comment on va fonctionner? On ne fera pas d'appel de projet public. Ça va être uniquement par référencement d'acteurs clés qu'on a préidentifiés pour dire, mais si vous avez des projets que vous croyez qui répondent à ces critères-là, mais veuillez nous soumettre ces candidatures-là. Il y a un jury indépendant qui va analyser les dossiers qu'on va recevoir. Donc, dans les acteurs, par exemple, qu'on a préidentifiés pour l'instant, il y a certains fonds de capital de risque early stage. Il y a des incubateurs accélérateurs qui sont financés par le ministère. Il y a Investissement Québec qui va pouvoir nous référer des projets parce qu'ils ont certains programmes de financement. Il y a potentiellement Affaires mondiales Canada, mais on va essayer de restreindre le nombre d'organismes référents. Et ça, on met ça dans un funnel. Il y a un jury qui va analyser les dossiers. Et si on décide d'en prendre 5, puis qu'on a 25 dossiers à analyser, on va prendre les 5 meilleurs selon le jury. Fait que c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc, on veut rester très serré dans nos critères. Ouais, ouais, j'aimerais t'entendre un peu, tu sais, le secret de Polichinelle, tu sais, au Québec, en termes des accélérateurs et incubateurs, il y en a plein qui font la tournée. Tu sais, il y a plein d'entreprises, ce que tu vois, tu sais, ils en font 3, 4, 5. Et on a déjà parlé de ce phénomène, je ne sais pas comment dire en français, tu sais, peanut butter spreading, tu sais. Ouais. Donc, tu essaies d'aider tout le monde en même temps, mais c'est pas exactement la vision de Québec Tech, right? Vous Non, pas voulez du tout. vraiment renforcer les entre guillemets «gagnants», right? Donc peut-être parle-moi un peu plus. Ben, ce qu'on veut, c'est d'augmenter le nombre d'entreprises qui vont être capables de rentrer en phase d'hypercroissance. Donc, de dépasser des chiffres d'affaires de 10 millions, 25 millions, 100 millions, 200 millions. Parce qu'il y en a des entreprises technologiques au Québec qui ont des chiffres d'affaires extraordinaires. Le défi, c'est pour arriver à identifier ça, parce qu'on va développer aussi éventuellement ce qu'on appelle notre stade VMAX, qui est après notre stade V. On va se concentrer beaucoup sur le stade V, c'est-à-dire prendre une entreprise qui a un potentiel de croissance, l'amener en phase de croissance, en espérant qu'elle rentre dans une phase d'hypercroissance. Et là, on aura des services pour la phase d'hypercroissance, puis ça, c'est le stade VMAX. Donc, si je reviens à ce qu'on disait tantôt, si on veut cette approche-là, c'est vraiment une approche entonnoir. Donc, actuellement, les startups sont bien desservies au Québec parce qu'il y a plusieurs services de première ligne. Par contre, des services de deuxième ligne, plus sélectifs, plus serrés, il y en a très peu. C'est qu'on voit souvent nos startups, des très bonnes startups, tourner en rond ou sinon sortir du système et essayer de trouver des ressources ailleurs. Puis moi, j'ai pas de problème d'aller des ressources ailleurs, mais il faut qu'on reste au Québec un peu en contrôle de celles qui vont ailleurs. On a énormément d'entreprises, par exemple, qui sont dans le Scale-up Programme chez Mars ou chez Communitech ou Invest Ottawa. T'sais, c'est correct qu'ils soient là, ils donnent des bons services, etc., mais ça serait le fun d'avoir ça au Québec puis qu'on se travaille avec eux plutôt que de dire à une entreprise ou qu'une entreprise aille d'elle-même et se dire, ben, je vais aller à Mars parce qu'il y a un programme de croissance qui répond à mes besoins parce que je ne trouve rien au Québec. Fait que c'est ça qu'il faut briser. Puis pour ça, il faut effectivement être sélectif. Et moi, je suis même de ceux qui pensent que, tu sais, faire la tournée des incubateurs au Québec, là, ça sert à un moment donné à rien. C'est le même réseau, c'est le même monde. C'est souvent les entreprises n'avancent pas tant que ça. Oui, il y en a certains qui sont très complémentaires, tu sais, d'un incubateur à l'autre. Mais quand tu en as rendu que tu en as fait 5, 6, là, je suis pas sûr que tu allé chercher de la valeur. Moi, je pense que même on devrait prendre des meilleures entreprises qui ont toujours besoin de soutien, d'incubation, etc., et les envoyer dans des incubateurs internationaux pour qu'ils aillent développer leur réseau, tout en ayant un œil sur l'évolution de ces entreprises-là. Parce qu'il y a une question de réseau, là, tu sais, c'est aussi, là, tu sais, si tu restes localement avec le même monde, etc., à un moment donné, t'es autodidacte, là, ces personnes-là. Là. Fait que comment tu augmentes ton réseau si tu vas aller à l'international? Comment tu te fais connaître? Il y a cette portion-là qui va au-delà de la qualité. Fait que quand tu as une bonne entreprise, tu dis OK, on va aller dans le CTA à Boston
parce que le gouvernement fédéral, il y a un programme de CTA, tu as un fort potentiel, on va t'aider à te qualifier là-bas. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller là-bas, mais tu vas ouvrir ton network dans la région de Boston puis aux États-Unis. Ça va être parfait, ça va être juste bon pour ta compagnie. Ouais, ouais. Là, tu parles du sujet quand même assez important de comment est-ce que les startups peuvent réussir à cette notion d'interconnexion mondiale qui est quand même cruciale. Tout à Je fait. vais revenir peut-être un peu à Québec Tech en termes de ta vision, tu sais, peut-être un niveau plus micro, là, comme est-ce que tu as des KPI en tête pour évaluer le succès? Tu sais, je sais que c'est à plusieurs niveaux, là, mais ultimement, comment est-ce que tu vas définir un peu le succès en sachant très bien que vous êtes en mode vous-même, lean startup, là, mais j'imagine tu dois avoir un peu en tête tes mesures Tout à fait. pour poursuivre. Ben, tu sais, moi, je suis un gars souvent de KPI très simple. Euh, Quand je suis arrivé à Startup Montréal, je disais, bon, moi, j'ai un KPI qui est important. C'est comment on va évaluer le succès de Québec Tech dans 5 ans. C'est le nombre d'entreprises technologiques qu'on a amené à commercialiser à l'international avec leur croissance de leur chiffre d'affaires de vente hors Canada. Pour moi, c'est hyper important. C'est pas, oui, on évalue beaucoup la mesure d'une valeur d'écosystème sur la valorisation des compagnies, sur le capital de risque, etc. Cela dit, il y a des compagnies très belles au Québec qui se sont bootstrappées pendant des années et qui sont des beaux succès commerciaux technologiques québécois. Donc, fait que c'est pour ça qu'on met beaucoup plus l'emphase sur la commercialisation, l'emphase sur les ventes à l'international, parce qu'on pense que c'est là la clé. Et si on réussit à stimuler la commercialisation et la croissance des ventes à l'international, on n'aura pas de problème si on a besoin d'attirer des investisseurs stratégiques autour de ces projets-là, s'il y a des négociations qui se font en différents pays, différentes juridictions, et cetera, autour de ces startups-là. Pourquoi? Parce que la colonne vertébrale de l'entreprise va avoir été ses ventes. Et ça, pour nous, ça va être hyper important. Puis c'est comme ça qu'on va mesurer le succès de Québec Tech. Ouais, oui, effectivement, ça revient à, comme tu as bien dit, le revenu, tu sais. Donc, une expression que j'aimais quand j'étais chez Google, c'était comme le revenu règle tous les problèmes connus. Et donc, si tu es capable de générer du revenu, c'est ça qui aide. Et surtout, comme tu as dit, peut-être la qualité du revenu aussi à l'international, c'est quand même un facteur assez important. Hem, peut-être étant donné ta longue carrière dans le monde de l'écosystème, qu'est-ce que tu vois comme les acquis qui nous permet, comme tu as dit, ton KPI de voir plein d'entreprises avoir du succès. C'est quoi les acquis, les assets en place qui nous permettent ou, nous donnent l'espoir d'avoir du succès aujourd'hui? Oui, c'est une bonne question parce que il y a du travail à faire, mais en même temps, je suis plus un optimiste qu'un pessimiste. La Une des choses importantes, puis une des forces qu'on a au Québec particulièrement, c'est la qualité de notre talent. Et ça, per capita, on fait partie des meilleurs ratios mondiaux dans des domaines de pointe, que ce soit l'intelligence artificielle, le quantique, la génomique, etc. Je ne veux pas toutes les nommer, mais souvent dans des domaines de recherche de pointe qui sont reliés aux entreprises technologiques, on n'a rien envie à personne par la qualité de nos universités, par la force de notre recherche publique, ça crée un pipeline de talent. Puis quand on veut créer un écosystème startup de calibre international, le morceau du talent, il est très important parce il va alimenter à la fois la croissance des entreprises, parce qu'une entreprise technologique a besoin de faire de l'acquisition de talent qualifié, mais autant aussi que ça sert à générer aussi des projets d'entreprise basés sur du talent qui part de la recherche ou etc. Fait que ça, là-dessus, là, gros atout, qualité de vie extraordinaire au Québec. Tu sais, c'est une des meilleures qualités de vie au monde, une des meilleures qualités de vie en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment un coin où il fait bon vivre. Stabilité politique relativement très bonne. L'accès au logement, même si on sait qu'il y a des défis, est quand même meilleur que dans d'autres grandes villes en Amérique du Nord. Donc, il y a quelque chose d'intéressant encore qui fait en sorte que notre terreau est fertile. Je pense que c'est un excellent segue aussi entre le marché européen et nord-américain, particulièrement par nos proximités. Ben, géographique, quand on regarde la géographie du Québec, c'est probablement un des endroits les plus proches d'Europe. Une fois que tu as traversé l'Atlantique, c'est sûr que tu as tout l'Est américain, mais nos proximités avec la France, entre autres, et aussi l'Angleterre avec le Commonwealth, puis etc., fait en sorte qu'on est quand même une plaque tournante qui peut devenir intéressante entre l'Europe et le marché nord-américain. Fait que je pense qu'on a des atouts le fun qu'on sous-exploite actuellement.
Où est-ce qu'il faut qu'on s'améliore, c'est la commercialisation. On est vraiment mauvais. Excuse-moi de dire ça comme ça, Nectarios, mais tous les chiffres nous les donnent. Puis c'est pas parce qu'on manque de talent, là. C'est qu'il faut qu'on monte la barre collectivement. Ouais, ouais. Je vais revenir à ce point de commercialisation parce que je crois que ça touche une question tu sais, du upper funnel. Peut-être, peut-être pour comprendre Québec Tech un peu. Donc, lancement officiel cet automne. Donc, parle-moi un peu de la stratégie physique aussi de Québec Tech. Ouais, quand on regarde les juridictions qui se sont bien organisées à l'international, très souvent, il y a 2 choses qu'on remarque. C'est qu'il y a des stratégies nationales qui sont développées. Donc, on pense à la France qui ont développé la French Tech. En Suède, ils ont une entité qui est le Science, je ne me souviens plus tout le nom, Innovation machin, qui a toute une stratégie nationale en matière de start-up puis de spin-off, et cetera. Tu as, bon, Startup Nation en Israël qui a fait ses classes depuis plusieurs années. Donc, il y a toujours eu des entités structurantes qui ont développé des stratégies. Fait que Québec Tech devient un peu l'équivalent de ces entités-là en termes de stratégie. Quand on regarde l'autre élément qui rentrait, beaucoup de ces endroits-là aussi ont développé ce qu'on appelle des lieux totems, des lieux rassemblants qui servent un peu de porte-étendard à l'écosystème. Puis au Canada, on a qu'à penser à Communitech à Waterloo, à Mars, il y a de plateformes à Calgary, il y a Station F en France, il y a de Matrix à Amsterdam, etc. Il y en a plusieurs que je peux nommer, mais qui deviennent comme des lieux centraux euh, pour, euh, euh, pour faire en sorte que ça facilite les transactions entre les gens de l'étranger qui viennent et les écosystèmes locaux. Fait un élément attractif d'un point de vue international. Puis on a Québec Tech qui s'assure que ça répond à l'ensemble de la stratégie pour l'ensemble du Québec pour l'utiliser comme effet de levier. Fait que je pense que ça va être des gros changements structuraux qui vont mieux positionner le Québec à l'avenir. Oui. Donc, je sais, puis c'est peut-être une stratégie évolutive, donc tu risques peut-être d'avoir toutes les questions, mais c'est pour l'instant, votre quartier général, ça va être accès à la tour de l'ancienne tour de la bourse. Mais si je comprends bien, vous n'êtes pas genre sur le 20e étage. Vous allez rez-de-chaussée en construction. Est-ce que j'ai tort? C'est le troisième et quatrième étage dans l'ancien parquet de la Bourse. Ah, donc c'est ça, mais ce qui est intéressant c'est qu'on a récupéré l'ancien parquet de la Bourse, qui était le lieu mythique de l'économie du Québec et de Montréal il y a plusieurs années, où est-ce que les entrepreneurs allaient sur le parquet de la Bourse vendre leurs projets pour attirer des capitaux. Fait qu'on utilise un lieu mythique de notre histoire pour y redonner une vocation économique. Donc ça, c'est génial en termes de storytelling. Et le lieu est magnifique, là. J'ai hâte que les gens puissent le visiter en 2025. C'est ça. Et c'est au cœur du centre-ville de Montréal puis du quartier des affaires. Donc, on est au métro Place Victoria. Il y a plusieurs entités stratégiques qui sont autour. Puis quand on regarde les hubs qui ont eu du succès sur la scène internationale, mais souvent, c'est la même chose. Proximité du talent. Donc, il y a, je pense, 8 ou 9 universités sur l'île de Montréal, dont 5 qui sont à moins de 2 kilomètres. Donc, on a des types et des universités qui sont quand même d'envergure. UQAM, McGill, Concordia, ETS, HEC, il y a l'INRS qui est pas loin. Donc, on a une masse critique d'universités vraiment de premier plan. Deuxième des choses, le transport. Le REM, le métro, le Bixi, whatever, peu importe le moyen de transport que tu veux prendre, ça va être relativement facilement accessible. On est dans une masse critique où il y a beaucoup d'activités d'affaires. Donc, encore là, on est au centre-ville, dans le quartier des affaires, avec plein d'acteurs clés. Bref, on coche beaucoup de cases qui font en sorte que le lieu est stratégiquement bien pensé pour que ça puisse répondre aux besoins du positionnement du Québec. Ouais, intéressant, intéressant. J'ai hâte de le voir, là. Je savais pas que c'était dans l'ancien parquet de la bourse, donc ça, c'est intéressant. Donc, j'espère avoir une visite en primeur, là, à un moment donné. Mais je vais peut-être changer un peu, et parler de l'écosystème, Richard. Tu sais, premièrement, je suis vraiment emballé avec le projet. Ben, en tout cas, je vous souhaite beau succès, là. Tu sais, je crois que Merci. c'est nécessaire. On a parlé un peu avant. C'est aussi, ça arrive à un moment crucial. De ma chaise, j'ai le sentiment un peu d'essoufflement que tu as mentionné avant. Comment tu perçois un peu l'écosystème du Québec aujourd'hui? J'aimerais aussi faire le tie-in avec
leur upper funnel sur, ben, il y a pas assez de startups. Tu sais, on en a beaucoup, on n'a pas nécessairement tu sais, à se flageller non plus. Tu sais, on a quand même des belles entreprises, mais juste en quantité, on a besoin de plus, à cause du talent et les facteurs que tu as mentionnés. Donc oui, peut-être j'aimerais t'entendre un peu tes réflexions sur l'écosystème d'aujourd'hui. Mais comme je mentionnais peut-être un peu plus tôt, tu sais, on est parti d'un système un peu plus organique. Et là, le système organique est en train de s'organiser. Et c'est ce qu'on remarque partout sur la planète. Les systèmes qui s'organisent arrivent à d'autres résultats. Euh, dans les villes canadiennes actuellement qui se distinguent, il y a encore des défis, mais moi, je suis drôlement impressionné par le travail qu'ils ont fait dans les 5 dernières années. C'est l'Alberta et Calgary. Il se passe quelque chose actuellement à Calgary qui fait en sorte qu'ils sont à vitesse grand V en train de rattraper le Québec en matière de volume de création de start-up et en matière d'impact. Ils sont pas encore très bons comme nous dans les scale-up, mais dans la création de start-up, ils ont pratiquement rejoint le Québec. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les dernières années? Ils se sont munis d'un plan structurant pour l'ensemble de la province, un peu comme Québec Tech est en train de le faire. Ils se sont munis d'un lieu qui s'appelle The Platform Calgary, qui a réuni l'ensemble des acteurs clés, puis qui sert maintenant de porte-étendard de ce qui se fait en Alberta. Et ils ont mis en place certaines politiques pour stimuler l'investissement privé dans leurs écosystèmes. Et on regarde donc l'Alberta depuis 5 ans et on voit les chiffres avancer de façon importante. Pendant ce temps-là, le Québec, mais on faisait un petit peu du surplace. Je dirais même qu'on a ralenti un peu dans les 5 dernières années par rapport à d'autres écosystèmes parce qu'on s'est fié beaucoup sur la notion organique des acteurs qui étaient présents, mais ces acteurs organiques-là, il nous manquait quelque chose pour atteindre l'étape suivante. Puis quand on regarde à travers le monde, toutes les villes qui se distinguent actuellement, c'est celles qui se sont, ou les pays ou les régions, c'est ceux qui s'organisent. Donc, qui sont passés de l'étape organique à l'étape structurée. Oui, ouais, c'est intéressant. Ouais, à propos de Calgary que tu mentionnes, je le suis de loin. J'aimerais y visiter, revisiter la ville parce qu'il y a, comme tu as dit, quelque chose qui se passe et je regarde aussi d'un peu plus proche Toronto, là, je crois que Toronto a vraiment pris beaucoup de galons récemment. Mais il était déjà un peu à l'avance, mais on a vu quand même beaucoup de belles entreprises sortir de là. Je crois que le Québec, on n'a pas nécessairement, comme j'ai dit, tu sais, on peut se péter les bretelles, mais comme on l'a dit, on a peut-être ralenti un peu dans les dernières années. Question d'augmenter le nombre de startups, tu sais. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'on a besoin de faire, Richard, pour attirer plus de fondateurs, de personnes qui veulent prendre ce risque-là? On peut parler ensuite de l'enjeu de commercialisation, mais peut-être entendre est-ce que c'est plus de succès, avoir des modèles à suivre? Est-ce qu'il doit avoir, c'est une question de culture? Donc, Il y a un paquet de choses. Je vais donner mon point de vue, moi, comment je l'analyse, là, parce que c'est des questions complexes. On me pose tout le temps la question, c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'on crée pas assez d'entreprises au Québec, etc. Il y a pas mal quelque chose de culturel qui n'est pas dans l'ADN là, tu sais, du Québec. Cela dit, mettons ça de côté. Moi je regarde ce qui se fait ailleurs, puis les niveaux de maturité. Un des écosystèmes en transformation qu'on nomme peu, c'est Waterloo. Waterloo qui ont été avec Communitech la mecque de l'écosystème startup canadien depuis des années, qui n'est pas à Toronto, là, qui est à 1 heure et demie de Toronto. Mais là, actuellement, qu'est-ce que je remarque de ce qui se passe à Waterloo? Mais ils ont un écosystème qui est en train de grandir et de se déplacer. Je m'explique. L'Université de Waterloo, qui est, à mon point de vue, l'université numéro 1 en entrepreneuriat au Canada. Ils ont 800 étudiants qui sont reliés à des projets d'entrepreneuriat. Ils sont en train de créer quasiment l'équivalent d'accès juste pour l'université sur le campus, pas loin de Communitech, à peu près, je pense que c'est 60-70 000 pieds carrés dédiés à l'entrepreneuriat directement de l'Université de Waterloo. Donc, ils se sont créés un pipeline en amont avec des réceptacles pour accompagner ces projets-là, tout en restant ouverts. Ils ont créé de Catalyst aussi, qui est une autre entité qui est en parallèle. Fait qu'ils ont évolué, là, tu sais. Communitech, c'est plus la mecque de Waterloo, là. C'est les moteurs, là, c'est de plus en plus, on voit c'est Catalyst et Velocity. Mais ça, c'est du travail d'il y a 20 ans. Fait qu'ils se sont créés une culture qui génère ça.
si on veut créer plus d'entreprises au Québec, selon moi, il faut que nos universités jouent et notre système d'éducation joue un rôle beaucoup plus proactif en matière d'émulation d'entrepreneuriat. Puis je pense que la clé est là, jouer dans l'éducation. Comment on peut avoir 800 étudiants en entrepreneuriat dans une université? Tu sais, c'est ça dans le fond. Puis on sait que ces 800-là, ils finiront pas avec des compagnies, mais sur le volume, sur la stimulation, mais c'est clair qu'il va y avoir de la conversion. Donc ça, pour moi, là, en amont, là, c'est définitivement quelque chose qu'il faut travailler. Je pense qu'il y a des volontés aussi auprès de nos instances publiques pour dire, OK, il faut qu'on travaille en amont, puis comment on peut utiliser ces véhicules-là. Mais selon moi, les institutions d'enseignement vont devenir un facteur clé d'un changement de culture. Je pense que tu veux réagir là-dessus, Natalia, toi? Ben non, absolument, juste te dire, je suis comme entièrement d'accord avec cette perspective-là. Tu sais, tout le monde parle de Toronto-Waterloo comme étant la même entité. Oui, c'est très proche, là, mais Waterloo, c'est le secret, c'est comme tous les grands entrepreneurs aux États-Unis, il y en a beaucoup qui sont passés par Waterloo, tu sais. Donc, je crois un des enjeux qu'on a, je suis d'accord qu'il y a le upper funnel problem de créer les entreprises que Toronto, Waterloo fait mieux. On le fait au Québec, mais par la suite, il y a aussi l'enjeu de s'assurer que le seau ne coule pas, qu'on ne perd pas ces personnes à d'autres places. Tu sais, l'espèce de, Exact. comment on dit en anglais, le brain drain. Là. Il y a plein de facteurs. Tu sais, il y a peut-être quelqu'un, tu sais, juste tu sais, le centre de l'univers technologique reste aux États-Unis. Là, donc, c'est naturel pour des personnes ambitieuses qui vont vouloir aller là, mais je crois qu'on a des bonnes raisons pour dire, hey, non, restez ici et essayez de bâtir quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres bloquants? Le deuxième bloquant, tu sais, puis tu sais, le 1er, c'est comment on met le réseau comment on crée une meilleure culture entrepreneuriale via les institutions d'enseignement. Ça, c'est selon moi la première clé. La deuxième clé qui fait en sorte qu'on a peut-être un moins grand pourcentage de startups ici, c'est ce qu'on mentionnait tantôt, c'est la qualité de l'accompagnement, mais tout en cours de processus. Une fois démarré, là, si j'ai pas les services et le soutien nécessaire pour passer à la prochaine étape, les entrepreneurs qui sont ambitieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ailleurs. Et on a comme une perte. On en crée moins, puis on s'est comme créé un système qui fait en sorte qu'on a créé des des certaines faiblesses qui font en sorte qu'à un moment donné, mais des belles entreprises décident de déménager parce que c'est plus facile ailleurs, ou ils gardent un pied au Québec symbolique, mais ils ont installé leur masse critique d'activité ailleurs parce que c'est plus facile de travailler avec d'autres juridictions. Donc, fait que je pense que c'est un double problème. C'est la journée où on va avoir un écosystème qui va permettre à des entreprises technologiques de connaître du succès, puis avoir de la croissance, puis de percer les marchés américains, européens, puis whatever, ça ne sera pas un enjeu. Mais tu sais, si moi, je lance une entreprise technologique, puis je sais que ma concurrence est à l'international et que j'ai une fenêtre d'opportunité qui est très courte, tu sais, et je veux que mon entreprise ait du succès, mais c'est sûr que je vais regarder l'endroit qui va me permettre d'aller du point A au point B avec le moins de friction possible. Fait que s'il y a beaucoup de friction dans ma route du point A au point B, dans un endroit donné, mais je vais peut-être décider d'aller dans un dans un autre endroit, mais se dire là, j'ai 2 fois moins de friction, fait que je vais aller du point A au point B 2, 3, 4 fois plus vite. Fait que pour le bien-être, parce que les entrepreneurs, c'est beaucoup d'investissements et en plus, tu as des investisseurs qui sont derrière, qui veulent voir fructifier leurs investissements. Ils diront pas juste pour d'un point de vue sympathique: «Hey Nectarius, reste ici parce qu'on veut que tu restes au Québec par fierté nationale». Tu sais, je suis désolé, moi, je suis un fier Québécois, je suis fier de ma culture, mais en même temps, je suis aussi quelqu'un de pragmatique. Si j'ai mis mes billes dans un panier puis que je dois les faire fructifier, mais je vais aller trouver l'endroit qui me permet de les faire fructifier pour le bénéfice du succès de ma compagnie. Donc, c'est là toute l'importance de Québec Tech, de développer cette conscientisation-là, puis de créer les conditions favorables pour que nos entreprises puissent connaître de la croissance ici. Puis là, on va avoir corrigé l'ensemble du funnel. Oui, je crois que c'est un excellent point, Richard. Et je trouve que c'est tout aussi important si on regarde le futur, là, les prochaines décennies de l'économie. Si on passe tu sais, de l'économie industrielle à l'économie de savoir, un peu en grande ligne. Et l'économie de savoir est basée sur un acquis qui est intangible, qui est ce que tu as dit avant, c'est la personne. Tu sais. Oui, les ressources naturelles, tu sais, l'énergie, les automobiles, tout ça, ça reste important, mais c'est pas le vecteur de croissance de ce siècle. Tu sais. Le vecteur de croissance de ce siècle, c'est la technologie, c'est le logiciel qui est propulsé par les humains. Tu sais. Donc, il faut protéger ces personnes-là qui veulent
faire quelque chose grand et ambitieux. Ouais, puis j'entendais, sur un panel là, tu sais, un chiffre important, tu sais, puis qui démontre toute la place que doivent prendre les technologies dans nos sociétés. On sait qu'au Canada, on a des problèmes de productivité d'un point de vue international. La croissance de notre productivité est plus lente qu'ailleurs. Même chose mais au Québec, c'est un peu plus prononcé. Ça fait en sorte que notre poids économique dans le monde diminue. C'est le poids économique du Canada dans le monde diminue. C'est graduellement à chaque année. Pourquoi? Parce que notre productivité est pas assez dynamique. Et quand on regarde l'impact sur la productivité d'une entreprise tech versus non tech, la différence est importante, là. Tu sais, une entreprise traditionnelle, ça va être entre 50 et 55 de contribution par heure travaillée à l'économie. Comparativement à une entreprise tech, ça va être plus de 80 de contribution à l'économie. Donc, on a besoin des entreprises technologiques pour combler ces gaps de productivité-là. Et je vais peut-être nuancer quelque chose que tu as mentionné, Nectarios. Tu sais, les ressources naturelles, etc., tu as raison. Là, tu sais, c'est plus juste le cœur, mais ça demande quand même un grand pourcentage de notre économie, puis ça va structurer notre économie pour plusieurs années. Par contre, comment on fait pour s'assurer que ce secteur technologique-là soit justement productif? Ça va être en intégrant des technologies. Puis si on a développé nos technologies puis on les a mis en marché, tu viens de faire le parfait mix, de dire, mais on met au monde des entreprises technologiques, mais ces entreprises technologiques-là qu'on met au monde aussi permettent de soutenir notre économie traditionnelle à faire en sorte qu'on soit plus productif, qu'on soit plus innovant. Puis c'est la combinaison des deux qui va faire en sorte que l'aiguille va bouger. Et un et l'autre, là, pour moi, là, c'est une combinaison fondamentale. Ouais, ouais, je crois on partage le même point de vue, là. Peut-être quelques dernières questions, Richard. Tu sais, peut-être un peu la vision plus long terme pour Québec Tech ou peut-être même pour l'écosystème, dépendamment comment tu veux prendre la question. Si tu une ambition, un plan 2030, même si 2030 est pas si loin, là, si on regarde les années passées, là. Ton ambition pour ouais, ton ambition pour l'écosystème, ça serait quoi si tu peux le définir? OK. Je vais parler de l'ambition de Québec Tech parce qu'il y a des mots aussi qu'on n'a pas parlé pendant l'entrevue là, que Québec Tech va faire. Mais tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est que Québec Tech devienne une marque de commerce, un label de fierté de ce qui se fait en technologie au Québec. Donc, on souhaite que ce brand-là, que les gens se l'approprient, que ça soit pas n'importe qui, mais que ça devienne une étiquette forte pour le Québec technologique. Parce qu'on a un travail aussi de faire rayonner le Québec technologique à travers le monde. Et ça, c'est important. Et ce que je souhaite le plus, pour répondre faire un lien avec ta question et notre rayonnement, c'est qu'à un moment donné, sur la planète, on reconnaisse ce qui se fait au Québec comme des initiatives sur lesquelles on peut se benchmarker. Qu'on peut dire, hey, on va aller voir ce qui se fait au Québec, c'est vraiment le fun, ce qui se fait là-bas, on va s'en inspirer. Parce que là, actuellement, je regarde des modèles, je dis pas qu'on fait tout croche, là, mais on s'inspire de modèles d'ailleurs. Moi, je regarde beaucoup la Suède actuellement. Là, je fais comme, oh, surtout pour la connexion qu'on parlait tantôt des industries traditionnelles avec les startups tech, etc. C'est vraiment intéressant ce qu'ils font. On a d'excellentes relations avec eux. Dire, OK, comment on peut amener ça chez nous, s'en inspirer, puis le bonifier, puis aller encore plus loin? Fait que moi, ce que j'espère, c'est qu'en 2030, si on se donne ça comme perspective, que, on soit capable d'être un benchmark international pour des initiatives qu'on a mis en place. Deuxième des choses, qu'on ait fait un rattrapage d'un point de vue ratio au poids de nos startups technologiques par rapport aux autres provinces canadiennes puis aux autres juridictions. Par rapport aux quatre principales provinces canadiennes que sont le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique, le Québec est dernier en matière d'entrepreneuriat technologique. Tu sais, donc, par capita. Et de loin, là, tu sais, on est en déficit et nos entreprises croient moins dans les autres provinces. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en 2030, on ait rattrapé tout le monde puis qu'on joue notre poids démographique. Le Québec, c'est 22 de la population canadienne. Je souhaite qu'en 2030, que le poids start-up dans l'économie canadienne, mais que le Québec soit à 22-23 plutôt qu'à 14-15 comme nous le sommes actuellement. On est en déficit. Donc, fait que ça, pour moi, c'est hyper important. Troisième chose aussi, c'est qu'on a une vraie bonne lecture de notre écosystème startup ici. On se fie beaucoup actuellement sur les statistiques qui sont partout, mais on n'a pas vraiment de contrôle sur une vraie bonne lecture des particularités québécoises, tu sais. À un moment donné, c'était sympathique, Sylvain Carle, que plusieurs personnes probablement connaissent là, dans les auditeurs, tu sais, a lancé un débat sur LinkedIn sur combien on crée de startups au Québec par année.
questions de base, là, tu sais. Et là, c'est Sylvain Carle qui est quand même connu. Et là, mais jump in moi, jump in Étienne Saint-Jean du GEM, etc. On était quelques acteurs qui ont quand même beaucoup de connaissances et personne n'en était capable de nommer le chiffre. Pour moi, c'était symptomatique. Ça veut dire que si on est ces personnes-là qui sont très impliquées au niveau de l'écosystème startup, on est ensemble collectivement, pas capable de s'entendre sur la réalité du poids, de la mesure de notre réalité. C'est parce qu'on ne maîtrise pas encore notre environnement. Et j'espère d'ici 2030, qu'on va avoir une excellente maîtrise de notre environnement, parce que si on a une meilleure compréhension de notre environnement, on va pouvoir identifier beaucoup plus facilement les facteurs clés à travailler pour continuer à progresser. Actuellement, on sait ce qu'on fait, mais on fonctionne un peu à l'aveugle parce qu'on n'a pas une lecture assez précise de compréhension fine. Fait que je te dirais, là, s'il y avait des morceaux, là, 3 morceaux, là, rayonnement, rattraper notre poids démographique et avoir une lecture de notre écosystème, je pense qu'en 2030, on va en faire un bon travail. Richard, très inspirant. Tu sais, je prends en note là, ces points, là, donc, et j'ai hâte de collaborer ensemble. Là, tu sais, je pense qu'on va vouloir parler à vos startups. Là, donc, de point de vue très égoïste, je suis content de notre conversation d'aujourd'hui. Ma dernière question, ce serait si les personnes veulent apprendre plus sur Québec Tech ou rentrer en contact avec toi, ce serait quoi la meilleure façon? Ben, il y a toujours LinkedIn là, qui est la façon plus simple. Sinon, d'aller sur le site québectech.com. Donc, c'est sûr qu'on l'a lancé à la mi-juillet 2024. Donc, il y a encore beaucoup de construction qui se fait, mais ça permet déjà de voir une bonne idée d'où on s'en va. Euh, bien entendu, sur LinkedIn, nos médias sociaux, sur Québec Tech, c'est notre principale plateforme, c'est LinkedIn. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans l'actualité de Québec Tech, LinkedIn, c'est notre plateforme de médias sociaux numéro un. Et c'est surtout ceux qui veulent contribuer à faire en sorte que le Québec devienne plus ambitieux, plus performant d'un point de vue technologique. Et vous pensez que vous avez une portion de la solution, vous voulez contribuer à cet effort collectif-là, ben, vous êtes les bienvenus parce que pour moi, tu sais, nous, on est le porte-étendard de ce qu'on veut devenir, porteur de l'ambition du Québec technologique, mais on n'est pas ceux qui vont la matérialiser. Notre plus grand travail à nous, c'est de mobiliser la collectivité, la communauté québécoise, particulièrement la communauté d'affaires, à dire hey, we have to raise the bar. On se retrousse les manches, puis on va travailler ensemble à faire en sorte que le Québec soit meilleur. Et nous, on va s'assurer que ce qu'on a besoin de faire, que les actions atterrissent. Et c'est comme ça que je vois le futur de notre organisation. Richard, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. C'est toujours très inspirant et j'ai hâte à refaire peut-être une autre discussion tu sais, l'année prochaine, une fois que vous allez être en branle et parler plus en détail, mais juste prendre quelques secondes pour te remercier. Ben, merci beaucoup pour la tribune. Toujours un plaisir de travailler avec toi.